oui. Qu'est-ce que vous répondriez à la question « Qu'est-ce que vous admirez ?» Chez moi, ça provoque deux choses un peu simultanées. La première, c'est que j'ai envie de dire un truc cool pour avoir l'air maline. La deuxième, c'est que je mets du temps à trouver une réponse. Souvent, je regarde les accomplissements des autres, ce qu'ils ont déjà fait au même âge que moi, voire beaucoup plus jeunes, ce qu'ils savent faire de leurs mains ou de leurs pieds, alors que moi je peine à impressionner mon enfant de 5 ans avec mes dessins, et je me compare. Et parfois, autre chose se produit. Il y a quelques années, par exemple, je suis tombée par hasard sur le travail de la journaliste Stéphania Roussel, qui interroge des gens dans toute la France, dans tous les milieux, pour leur poser des questions sur l'amour, et qui en ressort des articles et des posts Instagram d'une humanité qui vraiment me bouleverse. Dans ce cas-là, alors que je suis moi-même un peu journaliste, je ne me compare pas, la magie opère. Je me plonge dans ce que cette personne fait, je surligne des trucs, j'en parle à des gens. Ça me met très simplement en joie. Je crois que c'est ça, l'admiration. Qu'est-ce qui se passe pile à ce moment-là qui me permet de sortir de cette habitude de me comparer ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de vous parler d'un truc super intime alors que je parle juste du travail de quelqu'un d'autre ? Pourquoi est-ce que ça me plonge dans un état émotionnel si fort ? À quoi ça sert, l'admiration ? Je suis Marie Misset, bienvenue dans Émotion. Émotion. Je me suis sentie soulagée, j'arrivais à trouver les gens qui parlent de ce que moi je vis. Ça me fait rire, ça me fait rire. Là, il y a les lumières, elles se sont allumées à tous les étages. J'ai tellement adoré que je me suis dit, et j'en veux encore. Mais j'avais pas vu venir ça du tout, mais quoi ? Mais je suis à fond. Émotion. 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 Pour parler d'admiration, j'ai rendez-vous avec la philosophe Joëlle Zask sur une petite place de Marseille, un dimanche matin. L'année dernière, Joëlle Zask a écrit « Admirer », éloge d'un sentiment qui nous fait grandir. Dans cet essai qui m'a enthousiasmée, elle parle de toute forme d'admiration, qu'il s'agisse d'admirer une œuvre d'art, un coucher de soleil ou une personne. Elle est partie d'une question simple qu'elle a posée à des amis comme à son coiffeur. « Et toi ? Qu'admires-tu » Alex, lui, il admire très fort son grand-père. D'abord, pour mon grand-père, c'est vrai que j'ai une profonde admiration pour lui, parce que pour moi, c'est vraiment un exemple de sagesse, de patience et de force tranquille. Et c'est difficile à résumer, parce que c'est pas juste de l'admiration au sens classique que je ressens, mais c'est vraiment quelque chose de plus enraciné, tu vois, de plus intime. Il était parfois discret, mais il avait une force tranquille et tu le sentais dans ses gestes, dans la façon dont il était avec les autres, sans rien attendre en retour, et tout le monde l'aimait. Et il était assez connu dans son quartier, donc je me souviens quand on allait faire les courses, on faisait pas 5 mètres sans qu'il se faisait arrêter par quelqu'un et qu'il discutait avec lui. Donc moi, sur le moment, j'en avais marre. Tu vois, on discutait avec les voisins pendant 15 minutes. J'en avais marre, mais en fait, tu te rends compte de l'impact qu'il avait. Et j'étais admiratif parce que tout le monde aimait mon grand-père. Et moi, le premier, j'étais son premier fan. Et ouais, même s'il me manque tous les jours, je le porte quand même au fond de moi. Joëlle Zask s'est donc emparée de toutes ces formes d'admiration parce qu'elle a voulu décrire comment ça marchait, ce sentiment, et qu'est-ce qui se passe en nous quand on admire. Et cela commence toujours, m'explique-t-elle, par une surprise. Disons que la surprise, c'est un peu le starter de l'admiration, quand c'est une bonne surprise, parce qu'évidemment, les mauvaises surprises n'engendrent pas d'admiration. Ça nous ramène à la définition de Descartes, que l'admiration est relative à une brusque perturbation de l'âme, et un étonnement très fort. Dans le début de son livre, elle a même cette définition. L'admiration, cette manière de nous décentrer pour nous tourner vers un événement extraordinaire qui nous étonne, ad mirare, qui nous propulse gaiement en dehors de nous-mêmes sans nous affaiblir. C'est ça le mouvement premier, la surprise, l'étonnement. Cette surprise, on l'entend quand Charlie me parle de son admiration pour Frida Kahlo, une peintre qu'elle a découvert en art plastique au collège.
Mais Frida Kahlo m'est tombée dessus un peu comme un cheveu sur la soupe et il y a vraiment eu vraiment un coup de foudre. Je pense que même en tombant amoureuse, j'ai jamais ressenti ça. Et c'est vraiment de l'admiration. C'est vraiment incroyable parce que de son vécu, Frida Kahlo a eu des expériences horribles comme son accident de tram qui lui a coûté beaucoup de choses, sa relation avec son mari, des fausses couches. En fait, il suffit juste de regarder ces tableaux pour comprendre à quel point elle a eu une vie terriblement affreuse. Mais paradoxalement, je trouve que c'est une forme de courage, c'est le courage sous forme humaine pour moi, cette femme. Enfin, c'était. Mais je pourrais même pas expliquer. On est surpris donc, comme Charlie qui utilise une métaphore assez parlante quand elle parle de coup de foudre. Et comme l'écrivait Joël Zask, on est propulsé gaiement hors de soi. J'ai réfléchi à ce que ça voulait dire, cette idée de sortir de soi. Donc j'ai fait des recherches et j'ai découvert l'existence d'une région du cerveau qui s'appelle le réseau du mode par défaut et qui s'active quand on ne fait rien de précis. C'est le neurologue américain Marcus Raichle qui l'a appelé comme ça. Au début des années 2000, il observe un phénomène étrange. Dans les scanners cérébraux, certaines régions du cerveau restent actives, même quand une personne ne fait rien de particulier, juste allongée, au repos. En fait, ce réseau, c'est une sorte de moteur de la pensée intérieure, comme une appli ouverte en permanence dans notre tête qui continue de tourner en arrière-plan. On pense à soi, à ses souvenirs, à ce qu'on ressent, à demain, et cela construit notamment le récit qu'on se fait de soi. Depuis cette découverte, d'autres chercheurs et chercheuses, comme Randy Buckner ou Jessica Andrusana en 2012, ont étudié ce réseau du mode par défaut de plus près. Ils ont remarqué qu'il fonctionne différemment chez certaines personnes. Par exemple, dans les dépressions sévères, le réseau du mode par défaut est souvent trop actif. La personne est enfermée dans des pensées sur elle-même, des ruminations, des jugements sans fin. Voilà, c'est super important que ce réseau fonctionne, mais on comprend que c'est aussi super de pouvoir le nourrir de temps en temps d'autres choses qui ne sont pas soi. Et c'est ce que dit Joël Zask autrement. Je pense que c'est un remède d'abord à l'individualisme, à la solitude que produit l'individualisme, c'est-à-dire le fait d'être enfermé dans la prison finalement extrêmement étroite que représente son moi. Et donc cet isolement dans lequel on est plongé quand on est sans cesse confronté finalement à soi-même, c'est-à-dire à ses propres limites, est quelque chose finalement d'assez pénible. Je pense que l'admiration, ça nous guérit de ça. C'est comme quand on n'est pas bien, sortir dans la rue, marcher, ça fait toujours du bien de sortir. Et justement, l'admiration, c'est une manière de sortir. On s'oublie. Et s'oublier, ça fait des vacances, en fait. La fatigue d'être soi, c'est le nom d'un livre du sociologue français Alain Ehrenberg. Dans ce livre, il nous explique que dans notre société, il ne suffit plus d'exister, il faut se construire soi-même. Être un projet, être visible, être cohérent, aligné. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'admiration qui permet cette concentration sur autre chose ? Joël Zask a la réponse. Donc, on sort de ses habitudes, on est un peu tiré hors de soi, en quelque sorte, hors du ronron de l'existence. Donc, confronté à une situation imprévisible, inattendue, qui pourtant nous apporte cette faveur de l'interrogation, de la recherche, de l'étude, de l'observation. Quand on admire, on se met à observer, à étudier, à décortiquer. C'est le deuxième mouvement. Après la surprise et le sentiment de sortir de soi, on entre en observation, en exploration. On se met en affût, en quelque sorte. On se met en affût de ses propres hypothèses, de ses propres questions. Donc, par exemple, si j'entends un chant d'oiseau que je ne sais pas identifier, ça me surprend. Je me demande c'est quoi cet oiseau, j'ai envie de l'observer, j'essaie de la distinguer dans les branches. Enfin bref, je vais déployer tout un arsenal éventuellement de possibilités, mais en réalité, j'ai vraiment un intérêt non pas pour moi, pour satisfaire ma question, mais pour aller vers. J'ai reçu comme ça un message que j'ai beaucoup aimé de Fanny, qui m'a parlé d'un client du restaurant où elle travaillait. Un jour, j'ai rencontré un monsieur qui revenait d'une longue rando qu'il avait faite exprès pour aller observer un mur rempli de mousse. Et ce mur avait l'air très spécial et ces mousses avaient l'air très différentes les unes des autres. C'était un expert en botanique et spécialisé en mousse, en mussologie, je sais pas comment on dit ça. Et du coup, j'avais parlé de ça avec lui.
Cette discussion m'avait vraiment donné envie d'aller voir après de plus près. Et c'est vrai que c'est fascinant. J'avais découvert des lichens, j'avais découvert des petites mousses. Et elles ont toutes des petites formes différentes. J'avais trouvé ça fascinant. Je m'étais amusée à faire de la macro, des photos de très très près. Il y a ce truc de chercher à comprendre en sachant qu'on va pas comprendre. Oui, donc je dirais l'admiration, contrairement à d'autres sentiments connexes, n'est pas accompagnée, disons, du projet de faire le tour de l'objet. En fait, à partir du moment où on se pense sur un objet dont on sait qu'on va faire le tour et dont la finalité, c'est de le dominer, de le contrôler, d'en épuiser finalement toutes les caractéristiques par la connaissance, il n'y a plus d'admiration en fait. Ce que je connais intégralement, je ne l'admire pas. Mais un des ressorts de l'admiration, c'est justement la conscience que, quel que soit l'arsenal d'observation, de science, d'analyse que je vais faire, il restera toujours quelque chose à découvrir. Il n'y a pas de magie, ni de truc inexplicable, mais un étonnement toujours renouvelé devant un monde qui s'ouvre à nous. Et si ça nous provoque autant de joie, je crois que c'est justement parce que ça ouvre des possibilités et qu'on voit tout à coup différemment quelque chose qui était devant nos yeux depuis toujours. Comme quand Fanny regarde de la mousse, par exemple. C'est vraiment un monde microscopique auquel on n'a pas accès. Enfin, souvent, on regarde pas, quoi. Et j'avais adoré observer ces mousses de plus près parce qu'en fait, quand on passe du temps à observer, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'insectes, qu'il y a toute une vie, mais vraiment à l'échelle du minuscule. Voilà, c'est vraiment fascinant. Tout ça, ça peut se passer avec des œuvres, des êtres vivants ou des phénomènes naturels. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'écrivain Bernard Werber évoquer la fourmilière qu'il observait quand il était un jeune ado solitaire. Ça l'a mené quelques années plus tard à écrire Les fourmis, un best-seller mondial. Mais ça fonctionne aussi pour des gens qu'on admire, qui nous montrent des choses qu'on n'avait pas vues avant. Ça peut être un chanteur qui écrit des paroles qui nous touchent, ou cet ami qui, à l'apéro, nous dit toujours une phrase qui nous fait voir une situation autrement. En tout cas, entre le fait de sortir de soi et de partir en exploration, les ingrédients sont réunis pour nous procurer quelque chose de pas si commun, des moments de plaisir, de joie pure, et surtout des moments de partage. Quand quelqu'un vous parle de ses sentiments d'admiration, quelque chose s'éclaire en lui, c'est comme si d'un coup il était autorisé à parler de ce qui compte le plus à ses yeux, en fait, et de ce qui est un peu constitutif de sa personnalité en même temps. Effectivement, la marqueterie de paille, par exemple, dont m'a parlé mon coiffeur, était vraiment quelque chose dont j'ignorais tout d'ailleurs, mais que j'ai étudié depuis, j'ai regardé, je trouve ça tout à fait admirable, effectivement. Quand il m'en a parlé, d'abord il s'est arrêté de couper les cheveux, ça c'est clair, enfin, ça valait mieux. Et puis, il est rentré dans un luxe de détails, mais avec un talent fou et effectivement un immense plaisir. Ça me fait penser à un message de mon amie Colline. Elle me dit qu'elle admire tellement Jacques Gamblin qu'elle en a déjà parlé à sa psy. Je lui ai dit « Vas-y, fais-moi un vocal ». Elle oublie. Mais 10 jours plus tard, alors que je n'y pensais plus, je reçois ce truc trop mignon. Mais je viens de voir qu'il y a un nouveau film qui sort avec Jacques Gamblin. Du coup, ça m'a fait penser à l'audio qu'il fallait que je t'envoie et que j'ai oublié de t'envoyer. Je suis toute excitée à cette idée. Donc voilà, la preuve de mon admiration pour lui. Dès qu'il y a un nouveau projet ou dès qu'il est dans un nouveau truc, je suis trop contente. C'est mon cœur qui se remplit parce que je sais que je vais être émue. Voilà, donc énorme admiration pour Jacques Gamblin. C'est un acteur, mais pas que. Il a fait plein de choses. C'est un artiste qui monte des pièces dansées, poétiques. Il écrit et du coup j'ai un extrait de d'un spectacle qu'il avait fait avec un danseur sur le rapport au sport, un extrait de ce spectacle dans mes toilettes et je le lis tous les jours. Et comme je te l'avais dit, j'ai un jour lu cet extrait à ma psy pour lui faire comprendre des choses sur ce que je ressentais. Et voilà, il me fait tirer la larme à chaque fois. Ça se dit tirer la larme? Non, il me fait pleurer à chaque fois. Tous ces spectacles, allez voir, on est tous gagnants d'avoir un Jacques Gamblin dans notre vie. Vous entendez cette excitation? Le coiffeur qui s'arrête de coiffer, mon ami qui est excité à l'idée de me parler d'un artiste, Charlie qui peut parler de Frida Kahlo pendant des heures. Ça fait des belles communications. Et en même temps, quiconque parle de son admiration la partage. Du coup, va sélectionner un langage parfaitement audible et partageable, très généreux finalement, généreux en détails, généreux en expression, généreux en temps, etc. Et c'est des relations absolument géniales.
Et pourtant, on peut avoir en tête l'exemple de gens dont les admirations ne sont pas exactement vecteurs d'une relation géniale. Dans notre imaginaire collectif, on peut penser à la chanson « La groupie du pianiste » de Michel Berger, où je cite « La groupie fout toute sa vie en l'air », ou pire, à la chanson « Stan » de Eminem, tirée d'une histoire vraie d'un de ses fans qui, à force de ne pas recevoir de réponse à ses lettres, s'est suicidé. Alors, c'est quoi la différence ? Comment distinguer l'admiration porteuse de joie, et surtout de liens, dont me parle Joël Zask, de ces sentiments dont parlent ses chansons ? On en parle dans quelques instants. Quand je lui parle de ses comportements obsessionnels, de la groupie du pianiste ou de Stan, Joël Zask me dit quelque chose d'important. Il y a là une distinction essentielle à faire. C'est-à-dire que le groupie, si vous voulez, c'est... ou en tout cas, la personne qui est fascinée, finalement, elle est, par définition, il faut distinguer l'admiration de la fascination, par définition, elle s'oublie elle-même. C'est-à-dire que le sentiment de fascination ne fonctionne que dans la mesure où la personne s'oublie entièrement elle-même, se met entre parenthèses, et parfois elle se perd tellement qu'elle ne revient jamais à ses propres sens, en quelque sorte. En fait, le propre de l'admiration, ce n'est pas seulement de nous faire sortir de nous-mêmes, ou de nous permettre d'opérer un décentrage salvateur hors de nos pensées. C'est aussi que ça nous ramène à nous-mêmes. D'ailleurs, au début de ma petite enquête, j'ai reçu un message d'une certaine Margot. Un message concernant mon admiration absolue pour les rivières, qui existe depuis des années et des années. En dehors du fait qu'esthétiquement, c'est sublime, ces couleurs vertes, turquoises, les reflets. Je trouve que les rivières, ça incarne quelque chose d'hyper puissant et d'intemporel, quelque chose qui traverse les paysages, qui traverse nos vies, qui rend très modeste et qui permet de se recentrer quand on est, enfin, en tout cas quand je me trouve face à une rivière, de me dire que je suis juste un tout petit être qui fait partie d'un tout. Je trouve que ça permet de relativiser, de se réancrer. Et ouais, il y a quelque chose qui me fascine et que j'admire dans cette eau qui va dans une seule et même direction. Ça me questionnait qu'elle dise recentrer, alors que depuis le début, je suis là à dire ouais, c'est trop bien, admirer, c'est se décentrer, c'est sortir de soi et tout. Sauf qu'en fait, me dit Joël Zask, c'est exactement ce que l'admiration permet, de revenir à soi. Mais en fait, je pense que l'admiration est très relationnelle. Je veux dire, ce qu'on admire en quelqu'un ou en quelque chose est toujours, je dirais pas égocentrique, mais relatif à notre capacité à nous d'agir, de penser, de faire. Ce que j'admire, c'est ce qui m'augmente, en fait. Et donc, il y a une dimension, je dirais, individualiste, mais au bon sens du terme, dans l'admiration. Je n'admire pas de manière totalement désintéressée ou détachée. Ça, ce serait vraiment plus du ressort de l'admiration. J'admire en relation avec des questions que je me pose, avec des désirs que j'ai, avec des actes que j'ai envie de performer, etc. Donc, il y a rien d'impersonnel dans l'admiration. On admire quelqu'un par rapport à soi, par rapport à ses propres aspirations et envies. Et c'est pas grave. C'est juste pour dire que c'est sans doute pas un hasard que moi, j'admire le travail d'une femme journaliste qui parle d'émotions avec des gens. Mais il y a des retours sur soi qui sont loin de provoquer quelque chose d'aussi positif que ce que m'a décrit Joël Zask. Chloé m'a envoyé un message pour me dire que l'admiration pour elle, c'est un sujet douloureux. J'ai toujours trouvé que j'avais un rapport un peu bizarre à l'admiration, parce que quand je rencontre de nouvelles personnes, je tombe vite en admiration devant ces nouvelles personnes. Et quand j'ai cette admiration, elle est tout de suite très forte, et c'est comme si quelque chose se figeait en moi. Je perds vite ma spontanéité, mon naturel. J'ai beaucoup moins confiance en moi quand je suis face à ces personnes-là. C'est comme s'il y avait une autre version de moi-même qui prenait le relais, qui était plus tendue, qui était moins dans le moment présent. Et voilà, c'est pas, je me sens pas hyper à l'aise. Et du coup, je vais me juger, je vais me sentir un peu nulle. Du coup, c'est d'office en rapport avec à mon rapport à moi-même, à un moi idéal, une version de moi que j'aimerais atteindre. Et je me sens parfois un peu nulle par rapport à cette version-là de moi-même. Chloé revient à elle, certes, mais avec une déception et une estime de soi qui s'en trouvent abîmées. Joël Zask ne nie pas que oui, c'est un risque. Elle me dit en effet qu'avec l'admiration, on est un peu en funambule sur un fil.
C'est un sentiment qui se pervertit assez facilement, en fait. Il peut dégénérer en envie, il peut dégénérer en soumission, il peut générer en complexe d'infériorité, il peut générer en docilité. Voilà, il peut dégénérer. Ça, je suis bien d'accord. Mais c'est pas parce qu'il peut dégénérer que c'est pas un bon sentiment. La conclusion auquel elle est arrivée au terme de son enquête, et qui peut aider à retrouver de l'équilibre sur notre fil de funambule, c'est qu'on n'admire pas quelqu'un d'un seul bloc. Dans son livre, elle écrit « On admire quelqu'un pour ce qu'il fait, non pour ce qu'il est ». Or, quand Chloé me parle des nouvelles rencontres qu'elle fait, elle ne me parle pas de ce que ces personnes font individuellement. Ça la ramène immédiatement, non pas à ce qu'elle fait elle, mais précisément à ce qu'elle est. À l'inverse, Alex, qu'on a entendu tout à l'heure parler de son grand-père, a aussi une admiration tenace pour Bruce Springsteen. Et je trouve que quand il en parle, on comprend que c'est dans son œuvre, dans ce qu'il réalise et dans ce qu'il fait, qu'il trouve de quoi admirer. C'est un génie. Comment il a pu trouver tout ça? Il raconte, il incarne, il s'engage. On l'a vu récemment, c'est un des seuls artistes qui s'oppose, par exemple, aux politiques de Trump. Et moi, j'ai vraiment une admiration pour son talent, pour ce qu'il arrive à créer, et aussi pour cette fidélité à ses convictions, à son histoire, à ses racines. Et puis même sur scène, tu vois, il donne tout, il est là pour de vrai, il est dans l'effort, dans la sueur, dans la générosité, il donne. Et d'avoir des concerts comme ça avec une intensité aussi rare, mais c'est impressionnant. Et donc aujourd'hui, cette admiration se résume par, dès qu'il fait des dates en Europe, tu vas le voir, même si parfois c'est les mêmes concerts, tu fais 2 dates d'affilée, tu le suis un peu partout, tu commences à suivre les comptes fans, mais c'est pas du fanatisme, c'est vraiment pour moi de l'admiration au sens propre. C'est-à-dire que je suis admiratif de ce qu'il fait et j'ai envie de voir ça de mes propres yeux. L'importance de l'action dans l'admiration, c'est d'ailleurs exactement ce que Sarah m'explique dans un vocal où elle me dit qu'elle admire beaucoup une de ses amies qui cumule les stages très mal payés et les initiatives personnelles. C'est une meuf qui galère financièrement et en fait elle se tue à la tâche, mais avec le smile et avec parce qu'elle a envie d'en démordre, et en fait elle se fait kiffer et elle se déterre pour de vrai et elle y va à fond. Ce qui me fait l'admirer, c'est qu'elle y va avec la niaque, qu'elle ose rêver. Et en fait, Jade, elle est dans un truc où elle fait tout le temps. Et elle se pose la question. Et quand elle a fini son truc, elle dit « Putain, mais qu'est-ce que je fais après ? J'ai envie de faire encore. » J'admire beaucoup cette personne pour cette niaque qu'elle a d'y aller. Et toute la différence avec une relation où on serait diminué par l'autre tient dans les quelques mots que Sarah prononce ensuite. Moi, ça me permet de rêver d'autres choses. Ça me permet de me dire, mais moi aussi j'ai envie de faire des choses. Moi aussi j'ai envie d'y aller. Et en fait, ça me permet de pas m'endormir. Quand Charlie me parle de Frida Kahlo et de son admiration pour son courage, elle me parle à la fois des choses incroyables que la peintre a accomplies, mais aussi de ce qui, dans ses actes, est un moteur pour elle. Je dirais qu'elle m'aide tous les jours. À chaque fois que j'ai l'impression de vivre quelque chose qui me paraît insurmontable, notamment à cause de l'anxiété et un petit peu de l'agoraphobie, je pense à elle. Je pense à elle, par exemple, la première fois qu'elle a dû reprendre le tram ou le bus après son accident. Je pense à elle quand elle a dû réapprendre à marcher, quand elle a dû ressortir de chez elle après avoir été dans son corset, dans son lit pendant presque 1 an. À chaque fois, je pense à elle et je pense à tout le courage, je pense à toute la force, qu'elle soit extérieure ou intérieure. C'est vraiment une source d'inspiration, de courage. Elle m'aide pour tout et n'importe quoi. Peut-être que quand Chloé se compare en se sentant un peu nulle, un peu en dessous de ce qu'elle aimerait être, elle pourrait se demander ce que les gens font concrètement pour qu'elle les admire. Et dans quelle mesure ça ne lui indique pas des choses dont elle a envie sans vraiment le savoir. Bref, quand on admire, on sort de nous-mêmes et ça nous y ramène. Mais il y a encore quelque chose en plus. On revient à soi, mais à des endroits que peut-être on ne soupçonnait pas. C'est notre 3e mouvement. Le soi qu'on retrouve est plus le même, en fait, il est modifié. L'admiration, ça nous transforme. Et ça nous transforme au sens où ça, encore une fois, ça nous fait nous engager dans une direction dans laquelle on ne se serait pas engagé si on n'avait pas admiré. C'est pour ça que, en fait, souvent, au point de départ d'une carrière, au point de départ d'une vocation, au point de départ d'une action continue, il y a un sentiment d'admiration. C'est ce qui est arrivé précisément à Joëlle Zask. Une des personnes dont elle parle et à qui elle voue une grande admiration, c'est sa professeure de philosophie de terminale.
Je dirais que c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait voyager d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui m'a prise, qui m'a rencontrée là où j'étais et qui m'a emmenée ailleurs. Et je trouve que ça, de la part d'un professeur, c'est extraordinaire. Enfin, je crois que c'est peut-être ça le professeur. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ça, pour ces gens qui ont cette capacité de vraiment de saisir suffisamment, je ne dirais pas forcément qui vous êtes, mais en tout cas vos capacités de connexion à quelque chose qui n'est pas vous, et de vous rencontrer en cet endroit qui est vraiment une situation de rencontre, et de vous emmener à un endroit où vous n'auriez jamais été tout seul, et qui pourtant joue un rôle crucial dans votre vie, c'est-à-dire vous révèle un peu à vous-même, ou vous emmène justement, non pas dans une direction étrangère, aliénante, manipulatrice, mais dans une direction qui vous permet de réaliser ce que vous avez en propre. C'est aussi exactement ce que me raconte David, son admiration pour sa psy qui a fait bifurquer sa vie. J'avais 20 ans, je venais de débarquer à Paris, j'étais en dépression et mon copain de l'époque me donne plusieurs numéros dont le sien, donc je la choisis, je vais la rencontrer et je tombe totalement en admiration devant cette femme que je trouve belle, rayonnante, souriante, vivante, enfin voilà. Et je fais 10 ans de thérapie avec elle, et elle est un modèle, je l'admire, donc j'essaie de faire comme elle, j'essaie tout le temps d'être au niveau, voilà. Et puis, je me rends compte très vite, à ce moment-là je suis prof, et tout de suite je me rends compte que ça ne me convient absolument pas, et le travail thérapeutique vient appuyer là-dessus, et je me dis mais voilà, je veux être comme Martine, je veux faire comme elle, je veux être à sa place. Et donc à partir de là, je n'ai qu'une idée en tête, c'est changer de métier, mais je sais pas comment faire. Et puis ma mère décède, j'ai à peine 30 ans, et je trouve que c'est un signe. Donc j'arrête l'éducation nationale, je démissionne et je commence à reprendre des études d'addictologie, déjà sur un diplôme universitaire d'1 an pour voir comment je m'y prends, est-ce que ça me va ou pas. Et puis je cartonne et j'adore ça, et donc je me dis ok, il faut que je reprenne des études de psy, parce que pour être psy il faut avoir fait des études de psycho, donc si je veux être comme Martine qui est psychologue, il faut que je sois psychologue. Beaucoup de gens en témoignent en fait. J'ai admiré tel professeur, alors les professeurs en particulier, j'ai admiré tel paysage, j'ai admiré telle œuvre d'art, j'ai admiré tel chanteur, et ça a déclenché ma vocation. Et en fait, il ne faut pas y voir quelque chose d'instrumental ou d'utilitaire, c'est juste que c'est normal en fait. C'est normal, disons, d'avoir besoin du truchement en quelque sorte, de la réalisation de soi d'autrui pour se réaliser soi-même. C'est comme ça qu'on fonctionne en fait. Et donc, c'est vraiment très, très intéressant comme mouvement. David, pour se réaliser et devenir quelqu'un avec lequel il se sent plus en cohérence, a suivi les traces de sa psy. Plus que ça, il l'a imité. Ce qui est intéressant, c'est que je me suis construit, moi, en tant que psy, en l'imitant presque, voilà, en faisant comme elle, en m'inspirant énormément de sa manière d'accueillir, elle est très chaleureuse. Au début, je me suis dit « Oh, c'est peut-être un peu bizarre, ça ». Mais d'après Joël Zask, imiter avant de trouver sa voix, de trouver sa singularité, c'est un processus tout à fait possible. Elle écrit qu'en fait, l'imitation, ça demande une part d'invention. Ce qui a notamment été théorisé par le sociologue Gabriel Tarde dans Les lois de l'imitation en 1890. Pour lui, l'imitation, c'est autant le fruit d'une observation et d'une considération méticuleuse de la chose imitée qu'une forme de création pour l'adapter à d'autres circonstances et d'autres endroits. David considère effectivement toujours Martine comme un modèle, et elle reste, ce qui n'est pas toujours le cas, et ce n'est pas très grave, quelqu'un qu'il admire profondément. Mon admiration tient pour Martine dans sa posture face à la vie. C'est quelqu'un qui semble toujours heureuse, toujours droite, toujours dans l'accueil de tout ce qui est positif de la vie. C'est quelqu'un qui, je l'ai découvert après, chante, a une activité physique intense, elle a une voix incroyable.
Elle a une posture toujours très positive, et ça pour moi c'est un modèle, parce que moi qui suis plutôt d'un tempérament dépressif et qui ai eu des parents carrément dépressifs, voire alcooliques pour ma mère, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu à voir ça en fait autour de moi. Donc elle, tu vois, dès le départ, elle m'a montré une droiture, une posture face à la vie, et donc ça force l'admiration. Et aussi, ça inspire énormément, parce que, voilà, moi j'ai qu'une envie, c'est de me rapprocher de ça. Je ne serai jamais elle, je n'aurai jamais cette force qu'elle a, parce qu'elle a une force incroyable, mais j'essaie de m'en approcher, voilà. Cette relation, je trouve que Alex, dont le grand-père a été la première admiration, en parle particulièrement bien. Il était parfois discret, mais il avait une force tranquille, et tu le sentais dans ses gestes, dans la façon dont il était avec les autres, sans rien attendre en retour. C'était mon modèle. C'était pour moi, je voulais devenir comme lui, je le respectais. Et à un moment, pendant qu'il me parle, il fait le lien entre l'admiration qu'il a pour son grand-père et celle qu'il a pour Bruce Springsteen à travers une chanson. Il a écrit une chanson qui s'appelle Bobby Jean, qui parle de son meilleur ami qui était guitariste dans son groupe. Au moment de leur pic d'or, de l'âge d'or du groupe, le guitariste est parti pour faire une carrière solo, et il a écrit cette chanson pour dire on était pareil, on aimait les mêmes fringues, on aimait les mêmes groupes de musique, on était comme ça, on était des vrais frères, t'étais le seul qui était là pour moi quand ça allait pas, et là tu es parti, donc si tu entends cette chanson, sache que je sais pas te récupérer, mais tu me manques et au revoir. C'est un message d'adieu, mais de reconnaissance et de gratitude. Et en fait, quand j'ai lu ces paroles, déjà mon grand-père s'appelait Jean, donc la chanson s'appelle Bobby Jean, et ensuite quand j'ai lu les paroles, je me suis dit mais c'est la relation moi avec mon grand-père. Pas une relation où l'on s'approprie l'autre, mais une relation de gratitude d'avoir croisé son chemin, parce que c'est un lien qui nous transforme. Je suis Marie Misset et vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. La réalisation sonore est de Renaud Watine, Elsa Berthaud est en charge de la production. Si vous aimez Émotion, parlez-en autour de vous, mettez-nous des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute. Pour ne manquer aucun nouvel épisode, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!